Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Conseil européen à Bruxelles. Nous allons vous proposer de commenter les divers enjeux du dernier Conseil européen qui s'est tenu donc les 20 et 21 octobre ici même en compagnie de plusieurs nationalités. Et on parle tout de suite bien sûr de la grande thématique qui a dominé ce Conseil, à savoir le fameux accord UE-Canada, autrement dit le CETA, qui a beaucoup fait parler de lui, pas forcément en bien d'ailleurs, puisque les Belges et en particulier les Wallons, je me tourne vers vous Philippe Lamberts, vous êtes député européen, président des Verts au Parlement européen, face aujourd'hui à Sandro Gozi, bonjour. Secrétaire d'État en charge des affaires européennes pour l'Italie. Tous deux, vous avez beaucoup réfléchi à ce traité et les Wallons, le bloc, où ont décidé que ça ne leur convenait pas. Est-ce que leurs arguments sont recevables ? Leurs arguments sont parfaitement recevables. Nous soutenons en tout cas, nous les Verts, le gouvernement wallon, dans son opposition à ce traité. Pour des raisons de principe, il s'agit d'un traité dont l'objectif principal est de cadenasser la capacité de réguler des États et des régions, bref, des démocraties. Et notamment, ça s'incarne par des organes de convergence législative et surtout ces fameux tribunaux arbitraux que l'on veut absolument nous imposer, alors que on pourrait à la limite le comprendre lorsque vous avez affaire à un partenaire où l'état de droit n'est pas encore très développé, mais enfin entre le Canada et l'Union européenne, ces tribunaux arbitraux sont parfaitement inutiles. Or, si on veut absolument mordicus les imposer dans ces traités, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison, et cette raison, c'est faire de l'intimidation, c'est-à-dire de menacer les démocraties de poursuite de la part des multinationales si elles prennent des mesures qui pourraient aller à l'encontre de leurs intérêts. Alors de l'intimidation, alors que 28 États membres sont plutôt favorables, étaient prêts à signer. Pourquoi vous pensez que c'est un bon traité ? Parce que c'est un traité modèle, c'est un traité dans lequel il y a deux démocraties, acteurs comme le Canada et l'Union européenne qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes objectifs, parce que c'est un traité qui assure le respect des droits de l'environnement, des droits des consommateurs, de la sécurité des consommateurs, parce que c'est un traité modèle du point de vue des opportunités qu'il nous donne pour l'exportation. C'est les traités dans lesquels le Canada ouvre le plus par rapport aux autres partenaires commerciaux, les marchés publics, pas seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau provincial et municipal. Et ça, c'est un point important parce que, d'après moi, dans le passé, l'Union européenne a commis des graves erreurs à ne pas demander l'ouverture des marchés publics à d'autres partenaires. Ce sont des questions sur lesquelles nous devons insister. J'espère que nous pourrons convaincre et que les débats en Wallonie vont tourner au positif parce que je crois qu'à l'avenir, s'il y a un modèle de référence des traités commerciaux à faire, c'est exactement celui avec les Canadiens. C'est vrai parce qu'on a beaucoup parlé de ce CETA comme du cheval de Troie du futur traité transatlantique avec les Américains, mais il y a quand même des différences. Et là, vous notez par exemple qu'il y a beaucoup plus d'ouverture de leur marché des services, c'est incontestable. C'est incontestable. Et donc, ce que nous disons, c'est que s'il ne s'agissait que d'un traité commercial où il s'agit d'abaisser les droits de douane, d'adopter des standards techniques communs, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison d'avoir des standards techniques pour les prises, pour les voitures électriques, etc. différents. Pourquoi pas? S'il s'agissait d'accès au marché, c'est un traité commercial et pourquoi pas? Je ne dis pas que tout est à jeter dans cet CETA. Je dis simplement pourquoi insiste-t-on à ce point sur les organes qui, quelque part, cadenassent la possibilité de réguler. Premier élément. Deuxième élément, c'est vrai qu'on peut dire qu'entre le Canada et l'Europe, il y a pas mal de convergence. Mais aller faire du Canada un État modèle sur la protection de l'environnement, il ne faut quand même pas exagérer. Le Canada exploite ce qu'on appelle les sables bitumineux qui produisent la forme de pétrole probablement la plus polluante sur la planète. Et avant même qu'on conclue ce traité, pour faire plaisir au Canada, on a dit on va faire semblant que votre pétrole il est très propre. Écoutez, c'est vraiment n'importe quoi. Donc les Européens font des concessions sur leurs standards environnementaux avant même de conclure le traité. Merci en tout cas à vous d'avoir très bien illustré ce débat qui va se poursuivre, on le comprend, de longues semaines. On continue d'ailleurs sur l'un des grands thèmes de ce Conseil. Il s'agit de l'immigration. Nous allons en débattre maintenant du côté du Parlement européen. Regardez. Bienvenue au Parlement européen pour parler migration, l'autre grand sujet de ce Conseil européen de la fin de la semaine. Alors fini enterrer les solutions solidaires de répartition des réfugiés entre les pays membres. Les 28 ont constaté surtout que la route migratoire italienne est en hausse avec plus de 145 000 arrivées depuis le début de l'année. Ils viennent essentiellement d'Afrique, d'où l'idée de multiplier les pactes migratoires avec les pays de départ pour favoriser
les retours des migrants. Alors, pour débattre de ces politiques migratoires au pluriel de l'Union européenne, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Malin Björk, bonjour, députée européenne de la gauche unitaire européenne qui nous vient de Suède et qui, avec Michael Galler, est un des pays qui reçoit évidemment le plus de migrants puisque vous êtes allemand, Michael Galler, de la CDU, donc le parti d'Angela Merkel. Vous êtes aujourd'hui face à Mercedes Bresso, bonjour, députée européenne des socialistes et démocrates, le parti de M. Renzi en Italie, qui subit ce flux migratoire dont on a parlé, bien sûr. Et puis, côté français, nous sommes avec Dominique Riquet, député européen de l'Alliance des libéraux et démocrates. Alors, c'est vrai que ce sommet européen a constaté, acté en quelque sorte, que le grand plan proposé par la Commission européenne de répartition des réfugiés entre les Européens était terminé, annulé. Le groupe de Visegrad, les pays de l'Est ont gagné la bataille. On a renoncé finalement à faire de la solidarité, non, Madame Björk? Je pense qu'il ne faut pas justement renoncer. Je pense qu'il faut dire que voilà, ce chemin-là, c'est effectivement, on a trop donné d'importance aux pays qui veulent de toute façon pas participer à une situation où l'Europe prend sa part de la responsabilité dans une situation globale extrêmement difficile. Donc voilà, maintenant, moi j'attends des politiques qu'on se mette à table et qu'on forme une coalition de ceux qui veulent des bonnes volontés, qui veulent faire la différence, qui veulent que l'Europe prenne une plus grande responsabilité ensemble. Peut-être ça sera un groupe de 24 pays, c'est pas si mal ça. 23 pays, c'est pas si mal. Et je pense qu'il faut utiliser les institutions. Alors, votre voisine n'est pas tout à fait d'accord parce que le gouvernement italien, Matteo Renzi en particulier, dit « Mais attendez, si ceux qui ne veulent pas de solidarité en prenant des migrants, ils n'ont qu'à faire au moins de la solidarité financière. C'est-à-dire qu'on leur demande des fonds structurels pour finalement, en quelque sorte... Alors, c'est pas forcément punitif, c'est peut-être une négociation, c'est pas... Oui, bon, c'est un début de négociation. Hein. Dans ce cas-là, évidemment, il faut négocier. Ce que dit Matteo Renzi, que d'ailleurs la Commission avait proposé à un moment donné, on ne sait pas s'ils veulent continuer, c'est qu'il y ait des amendes pour ceux qui ne respectent pas les accords. Mais je pense que, honnêtement, on essaye d'aller au-delà, même si on n'est pas content, ça c'est évident. Mais on essaye d'aller au-delà et quelques résultats intéressants, on l'a eu. Le pacte migratoire avec l'Afrique a démarré. Naturellement, comme toutes les choses, il faut un peu de temps, mais je crois que l'idée d'un accord global qui tienne ensemble les aides au développement, un fonds spécial pour l'Afrique, disons un plan Juncker pour l'Afrique, mais qui tienne ensemble aussi des accords avec de quotas pour migration. Vous espérez que ça va réduire? On commence à sentir un peu les résultats parce que ça a été, on est sur ce sujet-là. En juin dernier, donc Niger, Nigeria, Mali, Éthiopie, Sénégal, 5 pays, 425 millions d'euros sur la table, c'est pas tant que ça. Angela Merkel, qui va en tournée africaine, expliciter que finalement, c'est aussi pour faire de l'aide au retour des migrants déboutés du droit d'asile. Oui, en effet, mais c'est déjà une somme et il ne faut pas mélanger ou comparer les sommes avec la Turquie, car là, la Turquie accepte des étrangers sur son propre sol. Ça coûte beaucoup plus cher, comme chez nous, pour les réfugiés. Donc, je crois ces aides aux pays mentionnés, c'est un bon début, car on peut en réalité pas prendre tous les réfugiés de l'Afrique, surtout pas ceux qui ne viennent pas d'une guerre actuelle, mais ceux qui arrivent pour des raisons économiques. Donc, il faut se concentrer, à mon avis, d'aider les États d'avoir un développement économique et social qui offre un futur, un avenir pour leurs propres citoyens. Dominique Riquet, la France a promis de prendre un certain nombre de relocalisés, l'a pas fait d'ailleurs, enfin ils ne sont même pas tellement intéressés par cette destination française. Et puis il y a quand même plusieurs polémiques, le Front National qui veut organiser localement des référendums contre la relocalisation des migrants. Enfin, il y a quand même un problème d'opinion publique sur ces questions très sensibles. Pas seulement en France, il y a un problème d'opinion publique partout. Il y a des pays qui ont plus naturellement une tradition d'asile ou qui étaient plus ouverts. Bon, la Suède, par exemple, qui a toléré, entre guillemets, des taux très élevés de migrants. L'Allemagne, qui a, au départ, en tout cas, accepté un flot extraordinaire de migrants. Mais on voit bien qu'à un moment donné, les opinions publiques se raidissent. C'est-à-dire, elles peuvent être d'abord
assez ouvertes puis se raidir après, elles peuvent être très raides tout de suite. En Hongrie, il n'y a pas de réfugiés, mais l'opinion publique n'en veut pas. On sait quand même que ça pose un problème d'acceptabilité pour les populations autochtones. On ne peut pas le nier, quoi. Le nier, c'est vous donner des leçons de morale, ça ne fonctionne pas, donc il faut essayer de trouver des solutions. Alors, il y a trouver des solutions, en effet, il y a un problème d'opinion publique, mais il y a aussi la question de savoir si on n'est pas en train de dévoyer la solidarité, la générosité européenne, si on n'est pas en train de dire aux pays africains, par exemple, bah maintenant, votre aide au développement, votre aide humanitaire, etc., elle dépend du fait que vous repreniez les déboutés du droit d'asile, c'est-à-dire que vous repreniez en retour tous ceux dont on ne veut pas en Europe. Moi, je trouve qu'on n'a pas à être fiers de ces pactes de migration avec les pays africains. On n'a pas d'être fiers, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on est en échec parmi nous de prendre la responsabilité, d'accueillir des gens qui ont besoin d'un refuge, des mineurs, des femmes, des enfants, des familles. Bah, cet échec-là, on va essayer de construire un bouclier dans les pays autour pour qu'on ne les voit pas, pour qu'ils ne viennent pas chez nous. Ce n'est pas acceptable. On n'a pas à en être fiers. Non, on doit s'asseoir de nouveau et on doit trouver des solutions. On ne va pas être un continent qui dise non aux réfugiés. On ne va pas être cette future-là. On n'a pas de futur. On ne dit pas non aux réfugiés, on a accepté 10 millions. Je trouve que là, il faut investir dans l'intégration, dans la réception. Il faut montrer aussi aux populations qu'on va les vendre. Vous dites on a accepté des millions, mais attention, les pays alentours de la Syrie ont accepté encore plus par rapport à leur population. Les pays africains en acceptent aussi beaucoup et sont en train de dire on va faire comme l'Europe, on va arrêter d'avoir des camps dès qu'il y a un conflit, c'est terminé. Donc ça pose vraiment un problème à long terme, que cette image de l'Europe aussi. Il y a vraiment un défi sans précédent pour nous, car le continent voisin, Afrique, est en crise globalement. Il y a des bons développements dans certains pays, mais c'est suffisamment limité. Mais donc, il faut trouver une approche commune d'abord. Je ne crois pas qu'il y ait une chance pour n'importe quel de nos pays d'avoir une réponse singulière, mais une approche commune qui trouve des solutions communes avec les gouvernements concernés. Mais un des problèmes en Afrique, c'est surtout aussi qu'on n'a pas toujours l'impression que tous les gouvernements sont vraiment intéressés dans le développement des pays, car la corruption, la mauvaise gouvernance qu'on trouve parmi les élites africaines... Donc vous devez contourner par les ONG, c'est un circuit financier compliqué aussi, c'est ce que vous voulez nous dire. Monsieur Riquet, quand même, soulignons un fait de cette semaine en France, démantèlement de la jungle de Calais par le gouvernement socialiste, critiqué par certains, d'après le gouvernement nécessaire pour leur proposer le droit d'asile en France, alors qu'ils veulent se rendre, ce sont 10 000 personnes qui veulent se rendre au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette affaire qui marque l'image de la France sur le long terme? Je pense qu'elle soulage un peu la région, qui souffre terriblement. C'est la mienne de région, et elle souffre terriblement de cette situation. Donc, c'est une façon, à un moment donné, c'est de régler par le vide, mais on sait très bien que ça va recommencer. C'est pas d'ailleurs la première fois qu'on fait des opérations d'évacuation. Le problème, c'est que les gens viennent là parce que c'est l'endroit où on va en Angleterre, et ils veulent aller en Angleterre. Ils reviendront. Je veux dire, 6 000, 7 000, alors que la réserve, elle se compte en centaines de milliers. Je veux dire, à mon avis, là, le problème, il n'est pas soluble par ce genre de manœuvre. Il faudra discuter à la fois avec les pays d'exode et avec les pays d'accueil. On est dans un transit dont on ne sortira pas, quoi. Je crois qu'on a oublié de rappeler qu'on a une partie de ceux qui arrivent qui sont des réfugiés. Et on espère d'ailleurs que si la situation en Syrie pouvait s'améliorer, qu'un certain nombre puissent rentrer chez eux, parce que les réfugiés veulent aussi rentrer. Mais on a aussi beaucoup de migrants irréguliers. Et je crois que les accords avec l'Afrique sont essentiellement des accords, pas pour qu'elles reprennent eux des réfugiés, mais pour qu'elles reprennent leurs migrants irréguliers en échange d'accords et de quotas de migration régulière. Donc il y a d'abord à mettre en note, parce que la plupart de ceux qui arrivent en Italie sont des migrants irréguliers, ne sont pas tous des réfugiés. Différente était la situation en Grèce. Et là, je suis d'accord avec Madame, les réfugiés, il faut d'abord les accueillir et après trouver des solutions
de distribution, ça ne sera pas obligatoire, ce sera semi-volontaire, c'est obligatoire, mais il faut effectivement. Alors, on nous a présenté quand même, début octobre, le nouveau corps de garde-frontières, garde-côtes européen qui s'est déployé d'abord en Bulgarie avec des vraies ressources et la capacité d'agir dans un pays sans même qu'il le demande quand il est débordé, comme une garantie qu'on va sauver l'espace Schengen. C'est le cas ? Oui, ça c'est une des mesures. Si on ouvre les frontières à l'intérieur, il faut les renforcer à l'extérieur. Il fallait le faire avant déjà, mais c'était des décisions qui ont été prises quand il n'y avait pas des vrais défis. Et maintenant, c'est le stress test. Il faut le vérifier si ça marche en temps de crise et on augmente maintenant les mesures et les compétences. Et je crois que c'est un aspect de solidarité où participent aussi ceux qui, pour le moment, n'acceptent pas encore un quota des réfugiés. Peut-être, et nous sommes à ce moment où quelques pays, malheureusement, n'acceptent pas encore leur part de responsabilité dans ces scènes-là, mais on peut peut-être temporairement remplacer ces engagements qu'ils fassent plus dans la politique de renforcer la frontière extérieure. C'est une crise politique, ce n'est pas une crise migratoire. On a une situation difficile des gens qui cherchent un refuge, mais la crise, elle est politique. Et donc, c'est celle-là qu'on doit résoudre. Merci en tout cas d'avoir très bien illustré ce débat politique, passionnant pour nos téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez sur notre antenne pour la seconde partie de notre programme. Nous allons à la rencontre d'un mathématicien très atypique. Il a la bosse des maths, certes, mais aussi celle de l'Europe. On regarde juste après la pause.